Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous continuons toujours au mois de mai sur la suite de l'actualité. Au programme, nous allons parler de l'Europe, puisque le 9 mai, nous avons fêté la fête de l'Europe, et surtout de la souveraineté des États, puisque c'est le titre de ma capsule, et en quoi est-ce que les deux sujets se rejoignent. Voilà. Je vais toujours avoir mes petites étiquettes puisque nous sommes sur YouTube et non sur Twitter. Donc il y a encore les algorithmes qui continuent de sévir et il y a encore beaucoup de gens qui sont, on va dire, squeezés de YouTube. Donc on va faire au mieux. Alors le 9 mai, je vous disais que c'était la fête de l'Europe. Donc en mémoire de Robert Schuman, puisque le 9 mai 1950, il avait fait un discours inaugural sur la CECA, c'est-à-dire l'Europe mutualiste, qui avait mutualisé le charbon et l'acier. Et l'époque s'y prêtait puisqu'on sortait de la guerre, les États étaient ruinés et il fallait reconstruire l'Europe. L'Europe était en reconstruction. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'Europe reprend un nouveau souffle, ou veut reprendre un nouveau souffle, avec, souvenez-vous, le grand reset. Je vous avais parlé d'un agenda qui était en route et qui était plus ou moins perturbé, puisque, souvenez-vous, avec le problème de la pandémie, d'accord, il y a du retard sur la réalisation de ce grand projet, puisque il y a de plus en plus d'effets secondaires qui sont remontés. Il y a de plus en plus d'États qui se retirent du protocole. Donc, ce plan, en ce qui concerne toute la de la planète, est un peu retardé. J'ai bien dit un peu retardé. Alors, par rapport à ma capsule, le fait d'être un État souverain, il faut savoir que les petits États qui étaient souverains, enfin petits, j'exagère puisque la Chine n'est pas petite, mais quand on parle de la Chine, du Royaume-Uni, d'Israël, États souverains, ils ont été plus à même de réagir plus rapidement et plus efficacement face à cette pandémie, puisqu'ils ont eu tout ce qui est protocole beaucoup plus rapidement. D'accord ? En revanche, l'organisation des 27 États de l'Union européenne a été beaucoup plus lente, puisqu'il a fallu coordonner, décider qui va produire, décider qui va lancer parmi les 27 tout le protocole. Donc ça a été beaucoup plus long à se mettre en place. Alors le débat, c'est bien sûr, est-ce que l'Union fait la force? Est-ce que être souverain, c'est être maître de ses finances et pouvoir avancer plus vite? C'est toute la question, d'accord? Et on reste sur ce sujet. Et je vais vous mettre un lien. C'est le lien de monsieur Toubiana Laurent qui a écrit un livre sur une autre vision. C'est le titre de son livre à l'édition L'Artilleur de 2022. Je vous mettrai le lien, d'accord? Et également l'entretien qu'il a eu avec un journaliste. Alors, le sujet concernant en Europe, c'est le fait que l'Europe, en fait, je vous disais, recherche un nouveau souffle pour créer une Europe-nation, c'est-à-dire une fédération des États. Et pour cela, elle a besoin qu'il y ait moins de pouvoir au niveau donc des États, notamment au niveau des parlements nationaux. Alors, je vais vous expliquer tout cela, ça va être un peu technique, mais ça va vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Alors, normalement, dans la procédure législative européenne, alors je vous rappelle que l'Europe a plusieurs possibilités, puisqu'elle émet soit des traités, soit des règlements, soit des directives, soit des décisions, soit des recommandations, soit des avis, soit des actes d'exécution. D'accord? Donc vous voyez que le panel, il est assez large. Et il y a normalement une procédure à respecter et les États nationaux ont leur rôle
dans la procédure de législative ordinaire. Or, ce qui s'est passé avec la pandémie, c'est qu'on a vu une Commission européenne surpuissante aux yeux de certains. Or, avec le panel de ce qu'elle peut rendre comme acte législatif, on a vu que c'était assez large. D'accord ? Alors, on explique tout ça. C'est-à-dire que normalement, alors comment ça se passe ? Vous avez l'impulsion qui doit se faire au niveau du Conseil européen. C'est-à-dire que c'est là que vous avez les chefs d'État, les chefs de gouvernement, il y en a 27, qui se réunissent en sommet. L'impulsion vient de là. D'accord ? Donc normalement, ce sont ces États qui auraient dû dire, par exemple, bien, nous allons intervenir au niveau du conflit régional russo-ukrainien. Ensuite, c'est la Commission européenne qui justement est présidée par Ursula von der Leyen qui a l'initiative, d'accord, des actes législatifs. C'est-à-dire qu'elle propose les actes législatifs. Et ça ne s'arrête pas là. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, elle va au-delà de la proposition. D'accord ? Alors, normalement, je continue, la procédure est la suivante, c'est que les mesures passent au Parlement européen et ensuite au Conseil de l'Union européenne. Vous avez dû suivre l'actualité, vous avez dû voir que beaucoup de députés ne sont pas contents, puisqu'on ne les a pas consultés sur certains domaines, je ne reviens pas là-dessus, revoyez mes autres capsules, de même que le Conseil de l'Union européenne. Normalement, ces deux organismes sont à égalité en ce qui concerne la procédure législative européenne depuis le traité de Lisbonne, d'accord, qui a été adopté en 2009, c'était sous Nicolas Sarkozy. Et ce traité, en fait, il avait accordé plus d'importance au Parlement européen et il avait remis à égalité le rôle du Parlement européen avec le Conseil de l'Union européenne. Et ensuite, la procédure donc suit son cours, vous avez les lobbies, les experts, etc. Et ensuite seulement, on a l'adoption des actes. Et une fois que c'est adopté, c'est publié et ensuite c'est appliqué dans les États. Et vous voyez qu'il y a un processus. Or là, ce qui se passe, c'est qu'on voit bien que la commission qui est présidée par Ursula von der Leyen, donc elle utilise le principe de subsidiarité à outrance, on va dire, mais c'est justifié par les traités. Je m'explique. Dans les traités, le principe de subsidiarité, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que l'Union européenne, qui est au-dessus des parlements nationaux, se substitue aux parlements nationaux dans certains domaines, notamment la liberté, la sécurité et la justice. D'accord ? Si, et seulement si, elle estime que les États, c'est-à-dire que les parlements nationaux, on va dire par exemple la France, je prends la France par exemple, n'est pas compétente dans le domaine concerné. Donc là, elle prend la main. Et là, vous voyez bien que c'est ce qu'elle a fait, la Commission européenne. Par exemple, elle a pris une décision en disant « nous allons sanctionner la Russie ». Donc là, on n'est pas passé par la procédure consultation des parlements, consultation du Conseil de l'Union européenne. C'est une décision arbitraire, donc un principe de subsidiarité qui s'est appliqué à tous les États de l'Europe. D'accord ? Donc voilà, c'est pour ça que mon titre s'intitule « La souveraineté des États menacés ». Pourquoi ? Parce que les parlements n'ont pas été consultés. Vous avez eu cette campagne de Zelensky qui est venu, je vous ai dit plusieurs fois, je vous l'ai dit, il est venu au Parlement français, par exemple, il a fait son discours, il faut ci, il faut ça, faites ci, faites ça. Il n'est que le représentant d'un État. Et il n'y a pas eu de manifestation, je trouve, du Parlement national français. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, la commission, elle a pris la main. Principe de subsidiarité. D'accord ? Voilà. Donc, il n'y a
donc il y a une priorité d'action qui a été prise de fait par l'Union européenne en matière de sécurité. Alors en matière de sécurité, la Commission européenne, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, Ursula von der Leyen, elle a décidé qu'elle allait fournir des armes à l'Ukraine. En matière de liberté, elle est intervenue également, liberté de communication. Elle a muselé les médias russes. Donc vous avez TV Liberté et Sputnik qui ont été fermés. Donc ça fait à peu près plus de 100 journalistes qui ont été mis à la porte. D'accord? Décision arbitraire applicable sur tous les États de l'Union. Donc vous voyez que les États n'ont pas eu leur mot à dire. Or, ils ont le droit de le faire. L'article 5 du traité de l'Union, qui parle du principe de subsidiarité, précise bien que les États, les parlements nationaux ont la main s'ils sont compétents dans leur domaine. Et l'UE se retire, elle n'intervient pas. Or là, elle est intervenue de fait. D'accord ? Oui, alors autre chose par rapport à ça, dans le programme d'Emmanuel Macron, il y a cette volonté de modifier le mode de scrutin dans le Conseil européen. Le Conseil européen, je vous l'ai dit au début, c'est celui qui a l'impulsion, c'est-à-dire c'est celui qui réunit les 27 membres, les 27 chefs d'État et de gouvernement. Et il se trouve que vous avez un grand opposant qui est Viktor Orban, qui mettait systématiquement son veto et donc faisait des blocages et ça retardait donc l'avancement dans les projets européens et notamment les projets de, n'est-ce pas, voilà, du Grand Reset. Emmanuel Macron, qui est très proche de Ursula von der Leyen, souhaite modifier le scrutin, c'est-à-dire qu'au Conseil de l'Europe, normalement, les décisions sont adoptées à la majorité absolue. C'est-à-dire que si un des membres pose un veto, la procédure est bloquée. Alors ce qu'il veut faire, c'est appliquer la même majorité qui est au Conseil de l'Union européenne. Vous savez, qui a été, je vous disais, qui a été modifié par le traité de Lisbonne et qui le met à égalité avec, qui est en codécision avec le Parlement pour légiférer sur le plan européen. Alors, ce qu'il veut, c'est établir donc une majorité qualifiée. J'essaie de trouver mes chiffres pour ne pas... Voilà, alors, la majorité qualifiée, c'est-à-dire qu'il faudrait que 50% des États membres, soit seulement 15 sur les 27, acceptent ce qu'on leur propose et de ce fait, l'acte est adopté. Voilà, ça c'est le projet en cours. Donc vous voyez qu'il y a quand même un souhait d'accélérer, d'aller plus vite, puisqu'il y a eu des retards avec l'histoire de la pandémie. Ça s'est plutôt mal passé, ou ça commence à très mal se passer, puisqu'il y a des procès qui vont avoir lieu. Et avec l'Ukraine, avec le conflit russo-ukrainien, qui normalement devait être un conflit régional, vous voyez que l'Europe accélère et veut créer donc cette fédération, veut créer cette Europe-nation en vraiment se permettant donc de prendre des décisions au-delà de la volonté des États. Je vous rappelle quand même que le Parlement européen est censé représenter 450 millions de citoyens européens, qu'ils sont élus au suffrage universel et donc ils ont vraiment des missions de représentation. Or là, dans la procédure législative ordinaire, ils n'ont plus aucun rôle. Vous avez vu que des députés de l'opposition ont demandé à Ursula von der Leyen, par exemple, de se justifier par rapport aux contrats qui ont été conclus avec
des laboratoires. Normalement, il doit y avoir un appel d'offres et normalement, il doit y avoir consultation, étude des experts, etc. avant qu'on puisse accorder l'autorisation, voilà, de conclure ces contrats. D'autre part, en ce qui concerne, pareil, ces prises de décision, en ce qui concerne la défense, on voit bien que l'Europe veut donc s'octroyer les domaines de la liberté, de la sécurité, de la justice, sans avoir à passer par les institutions nationales des États membres. Alors c'est en ce sens que je vous dis que la souveraineté des États est menacée. Donc soit il y a un réveil par rapport à ça, soit tranquillement, l'Europe, ne rencontrant pas d'opposition, elle poursuit son chemin. Voilà, c'est ma conclusion par rapport à ce sujet et nous allons passer au suivant. Le sujet suivant concerne l'OPEP, qui est l'organisation pétrolière, souvenez-vous, qui est composée de 13 États et qui est dirigée par l'Arabie Saoudite. Et il se trouve que l'Arabie Saoudite décide de s'aligner sur la Chine en ce qui concerne sa production de pétrole. C'est-à-dire que la Chine, en ce moment, elle est en, pas récession, mais ralentissement de son activité, puisqu'elle est confrontée à une épidémie assez conséquente, notamment à Shanghai, qui est composée de 25 millions d'habitants. Donc, vous imaginez, ils sont confinés depuis plus d'un mois. Regardez ce qui se passe sur Twitter. Les Chinois sont vraiment en colère, mais il y a des chances pour que ça s'étende au-delà de Shanghai. Donc, elle réduit son activité économique et l'Arabie Saoudite fait de même. Alors, c'est important pourquoi ? Parce que l'Europe, excusez-moi, c'est pas l'Europe, la Commission européenne, avec Ursula von der Leyen et bien sûr toute la clique, voilà, a décidé de couper le gaz et couper donc l'achat de la production pétrolière russe, qui bien sûr passe par l'Ukraine, je vous ai dit dans ma précédente capsule, qui bien sûr alimente pour 40% l'Allemagne, et ce qui n'empêche pas, je vous l'avais dit, Monsieur Z de se servir au passage, tout en venant déblatérer sur Monsieur P de Russie. Bon, allez comprendre quelque chose. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Et de ce fait, donc, cette réaction de l'OPEP fait que c'est un petit... comment on dit ça? Quand vous avez une roue de bicyclette qui ne peut plus tourner, puisqu'il y a un bâton dans la roue. Donc, en fait, voilà. Ça ne se passe pas forcément comme ça doit l'être, puisque, du coup, il n'y aura pas la production de pétrole qui va venir compenser ce manque. Voilà. Donc, Monsieur P, il s'en sort plutôt bien, puisque de toute façon, le rouble a repris sa valeur d'avant l'invasion d'Ukraine, tandis que l'euro cuit et continue à tomber. Donc, je ne vous dis pas les conséquences sur la dette de la France, puisque nous avons déjà l'inflation avec les coûts des matières premières qui augmentent. Et donc, le fait que l'euro soit moins cher fait que les produits importés sont plus chers à payer. Donc la dette augmente. Et je vous disais, la Banque Centrale Européenne ne va pas continuer longtemps à laisser le robinet ouvert. Voilà, donc ça sent plutôt le roussi pour l'Europe. Réfléchissez à tout ça. Et je vous dis, alors j'espère que ce sera au mois de juin, qu'il n'y aura pas encore des choses qui se passent. Mais d'ici là, je vous dis portez-vous bien et puis à très bientôt.